Juifs, musulmans, le grand complot contre la civilisation occidentale, par Sarah Griera, Orient 21. Il y a bien sûr des différences entre antisémitisme et islamophobie, mais deux éléments majeurs unissent ces idéologies. La religion assimilée à une race et la vision d'une grande conspiration mondiale visant à détruire l'Occident. C'est ce que rappelle le livre de l'historien Reza Zia Ebrahimi, Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, paru fin août 2021 aux éditions Amsterdam. Qu'est-ce que la race? Qu'est-ce que le racisme? Partant de la définition de ces termes, Reza Zia Ebrahimi démontre dans son livre Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, dont aucun média mainstream n'a rendu compte, que ces deux phénomènes, dont l'histoire compte de nombreux croisements, relèvent bel et bien d'une même logique, la racialisation de deux groupes dominés définis par leur religion. Ainsi s'estime d'être uniquement des adeptes d'une religion pour devenir une entité homogène, biologiquement et culturellement caractérisée. Fait particulier, propre à ces deux types de racisme, ils se traduisent par la vision d'un grand complot. Ils ne se contentent plus d'altériser la population juive et musulmane, ils l'élèvent au statut de menace existentielle pour la civilisation occidentale. Iranien d'origine, anglais de formation, francophone d'éducation, c'est à la fois un regard d'historien et d'observateur extérieur que l'auteur pose sur le monde occidental, et en particulier sur la France, terre propice à l'expansion des deux phénomènes étudiés. Cette France, confie l'auteur, je l'admire souvent, elle me méduse régulièrement, et parfois, je dois l'avouer, elle me révulse. Comme le rappelle Zia Ebrahimi dans son introduction, l'étude croisée qu'il a choisi d'entreprendre ne lui a pas valu que des amis. Il faut souligner que les deux concepts dont il est ici question ne bénéficient pas du même statut. Le déni de l'islamophobie est généralisé et l'emploi du terme considéré comme rien de moins qu'un soutien au djihadisme. Les motifs officiels pour lesquels le collectif contre l'islamophobie en France a été dissous ne peuvent que confirmer ce propos. Bien que l'idée d'une civilisation judéo-chrétienne soit devenue assez récemment un dogme, l'auteur remonte la généalogie intellectuelle de ces racismes et rappelle, contre l'amnésie historique, toute la littérature du Moyen-Âge qui a alimenté les croisades et les pogroms. Associés du fait de leurs pratiques religieuses communes, juifs et sarrasins sont accusés de poursuivre le même objectif, l'annihilation de la chrétienté. Si les prémices d'une racialisation conspiratoire, née de l'altérité radicale, sont déjà là, c'est que cette discrimination a priori motivée par une animosité religieuse va prendre une tournure plus ethnique avec la reconquista de l'Espagne et la destruction des derniers royaumes musulmans, une entreprise de purification religio-culturelle qui ferait pâlir d'envie les mouvements identitaires du XXIe siècle. Centré autour de la pureté de sang, certains parleraient aujourd'hui d'Européens de souche. Cette différenciation biologique qui s'étend aux Morisques et aux Maranes interdit aux deux populations l'accès à l'espace politique et public. Un contemporain dirait aux plages et aux piscines et les relègue à un statut inférieur. Ni conversion, ni mariage mixte ne peuvent les absurdes de cette impureté originelle. La pureté de sang est en outre un véhicule de promotion sociale pour les vieux chrétiens qui occupent le bas de l'échelle, qui leur permet de se targuer d'être au-dessus des nouveaux chrétiens. Se défendant de tout anachronisme, Zia Ebrahimi affirme la racialisation n'est pas apparue au XVIIIe siècle. En essentialisant de la sorte ces deux groupes sociaux et leurs descendants au nom d'une différenciation biologique et religio-culturelle, et en les soumettant à une discrimination sociale, l'Europe médiévale crée toutes les conditions d'une réalité à laquelle on imposera plus tard les noms d'antisémitisme et d'islamophobie. Organiquement liés, ces deux phénomènes connaîtront avec l'invention scientifique de la race au XIXe siècle un nouveau souffle, le contexte colonial aidant. En effet, si antisémitisme et judéophobie sont souvent utilisés comme synonymes, l'étymologie du premier terme rappelle justement un autre processus de racialisation dont les juifs et les musulmans ont fait l'objet de la part des philologues et autres linguistes du XIXe siècle. La construction bipolaire est toujours à l'œuvre entre un soi occidental blanc sublimé et un autre fantasmé, réifié, figé. Les langues sémitiques, qui regroupent entre autres l'hébreu, l'arabe et l'araméen, deviennent dès lors l'opposé des langues indo-européennes. Mais le processus de racialisation va plus loin, grâce notamment à l'influence des écrits d'Ernest Renan, qui perdurera jusqu'à la moitié du XXe siècle. Les propriétés de ces langues sont aussi reliées à l'histoire religieuse des Sémites, exclusivement le judaïsme et l'islam, le christianisme n'étant jamais essentialisé, pour en déduire ensuite les qualités essentielles de la race sémitique. De fait, la langue et la religion deviennent les instruments infaillibles par lesquels juifs et musulmans seront de nouveau culturellement essentialisés
réduits à un bloc monolithique où ils sont dépourvus du raffinement distinctif des cultures européennes. Exit l'apport des savants musulmans ou juifs du Moyen-Âge en médecine, en astrologie ou en philosophie. La race sémitique n'a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni art plastique, ni vie civile. En tout, absence de complexité, de nuances, sentiment exclusif de l'unité, assène Renan. 2 siècles plus tard, on accusera encore la langue arabe d'être le sas d'entrée vers le terrorisme. Dans ce jeu morbide du il et du nous, Renan affirme encore que la race des Sémites n'a jamais compris la civilisation dans le sens que nous donnons à ce mot. Voilà la route pavée à la théorie du choc des civilisations de la seconde moitié du XXe siècle. Toutefois, le philologue français offre à certains juifs, les Européens, une porte de sortie, ou plutôt d'entrée dans la civilisation, celle de l'assimilation. Les musulmans dont le sémitisme dépasse de loin leur appartenance arabe ne bénéficient pas d'un tel privilège. Combien d'Israélites de nos jours, écrit encore Renan, toujours cité par l'auteur, ne sont plus que des hommes modernes, entraînés et assimilés par cette grande force supérieure aux races et destructrice des originalités locales qu'on appelle la civilisation. Mais avec l'avènement de l'antisémitisme radical développé par toute une littérature des milieux nationalistes et réactionnaires allemands, s'appuyant sur les théories raciales françaises, les juifs seront finalement assignés à une altérité immuable, dont on connaît les tragiques conséquences. La masse musulmane demeure quant à elle inassimilable, irrécupérable, absolument immuable. Entre orientalisme et colonisation, la croyance en un islam racial, monolithique et hors du temps détermine aussi bien les études des savants que les politiques des administrateurs français. Mieux encore, c'est même le fanatisme intrinsèque de l'islam, ennemi de la civilisation, qui constitue la seule explication possible de la résistance opposée par les peuples colonisés à l'hégémonie européenne. Peuples dont l'infériorité raciale évidente justifie de fait la domination. Les Noirs offraient moins de résistance à la conversion au catholicisme. La colonisation algérienne sera un cas d'école. Et les représentations liées aux travailleurs maghrébins en France en seront le prolongement. Car cet islam racialisé est supposé partagé par tous les adeptes de l'islam, où qu'ils se trouvent, à quelque époque que ce soit, surdéterminant tous les aspects de leur vie. Cette vision prévaut encore aujourd'hui où islam, musulmans, arabes sont indifféremment utilisés comme autant de synonymes, et tant pis s'ils renvoient une réalité qui compte 1 milliard d'individus aux langues, aux nationalités et aux cultures diverses. Ce discours néo-orientaliste sera réactualisé par les idéologues du choc des civilisations, Bernard Lewis, Samuel Huntington en tête, dont la guerre contre le terrorisme sera la manifestation contemporaine la plus macabre. Nombre d'observateurs affligés par l'actualité française ont fait le rapprochement entre l'usage du doublon islamo-gauchisme et le fameux judéo-bolchevique du début du siècle dernier. Ce rapprochement rappelle, comme le souligne Ilan Halevi dans son ouvrage inachevé « Islamophobie et judéophobie, l'effet miroir » 2015, à quel point la haine de l'islam aujourd'hui rappelle l'antisémitisme des années 1930. Mais le parallèle dit également 2 choses. D'abord que les croisements entre antisémitisme et islamophobie peuvent avoir des temporalités différentes. Ensuite, que dans le grand dessein que juifs ou musulmans fomentent, la gauche aurait toujours été leur allié infaillible. Mais quel est-il donc ce grand dessein ? Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'annihiler le monde occidental ou chrétien. Il est question de le contrôler, de le soumettre, de l'envahir. La judaïsation, l'islamisation du monde sont ainsi tour à tour les grands spectres qui hantent l'esprit et le discours de nombre d'occidentaux. Ils nourrissent le complot judéo-massénique né au début du XIXe siècle, ou celui du grand remplacement, qui éclate au grand jour au début du 3e millénaire. Des comploteurs qui ourdissent un projet, avec l'aide consciente ou inconsciente de collaborateurs, dans le but de dominer une nation vers une civilisation. C'est cette même accusation qui est portée à la fois par l'antisémitisme et l'islamophobie, racisme qui se déploie ainsi sous leur forme conspiratoire. Cette racialisation s'appuie sur une littérature plus ou moins savante, que des relais se chargeront d'essaimer dans l'esprit du grand public. Encore une fois, la France, berceau du complotisme, dont les premiers livres apparaissent au lendemain de la Révolution de 1789, s'avère un terreau particulièrement fertile pour la propagation de ces racismes, notamment à cause de son héritage colonial. L'histoire singulière de l'Algérie française, les spécificités de sa mémoire collective, son réservoir immense de stéréotypes islamophobes et orientalistes, donnent en France
beaucoup plus tôt qu'ailleurs, naissance aux articulations essentielles du mythe de l'islamisation. Bien qu'il ne soit pas le premier, le texte des protocoles des sièges de Sion incarne la forme la plus complète du mythe du complot juif, qui connaîtra un succès retentissant dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, traduction d'un antisémitisme qui ne cesse de s'exacerber. L'idée d'une élite juive jouissant d'un pouvoir financier conséquent et d'une mainmise sur les centres de décision et de pouvoir œuvre dans l'ombre à contrôler, voire à judaïser la nation et le monde, encore de beaux jours devant elle. Comme le montrent les dernières campagnes antisémites contre le financier George Soros, tant aux États-Unis qu'en Hongrie, son pays d'origine. Le complot musulman est plus récent, et on en voit au quotidien les manifestations politiques et médiatiques, surtout dans le contexte préélectoral en France. Il n'a pas un centre défini, contrairement au complot des sages de Sion ou de l'Internationale pour le complot communiste, mais s'appuie sur l'idée de l'invasion démographique, dont les migrants affluent dans des bateaux de fortune vers l'Europe, comme les musulmans français seraient indifféremment les fers de lance. La littérature qui appuie cette thèse va des succès de librairie comme La rage et l'orgueil d'Oriana Fallaci en 2001, Soumission de Michel Houellebecq en 2015, aux essais moins grand public, Eurabia de Bat Ye'or en 2005, en passant par les ouvrages de référence de l'extrême droite comme Le Grand Remplacement de Renaud Camus. Tous auront des relais médiatiques et politiques, qu'il s'agisse d'Alain Finkielkraut, de Marine Le Pen ou de Pierre-André Taguieff. Tous nourrissent cette idée d'une invasion qui islamiserait la France et enterrerait sa culture, ou comme l'écrivait Fallaci, cité par l'auteur, au lieu des cloches, on se retrouve avec des muezzines, au lieu des mini-jupes, on se retrouve avec le tchador, ou la burqa, au lieu du petit cognac, on se retrouve avec le lait de chamel. Bien qu'il ne soit plus nécessaire de démontrer l'influence directe que ces textes ont eue sur des terroristes comme Anders Breivik, Brenton Tarrant ou sur les manifestants néo-nazis de Charlottesville en 2017, le champ lexical charrié par cette rhétorique du complot s'est largement étendu au-delà de la droite et même de l'extrême droite. Sur BFM TV, en une du magazine d'extrême droite Causeur, dont le numéro de septembre 2021 titré « Souriez, vous êtes grand remplacé », avec une photo de bébé racisé en couverture. Parler de grand remplacement devient banal. Impunément, le vice-président du parti Les Républicains, Gilles Platret, parle quant à lui d'épuration ethnique contre les Blancs, perpétrée par un bloc musulman, reprenant l'imaginaire du caractère unitaire des musulmans, comme si l'individualité cessait d'exister, de l'autre côté du fossé imaginaire séparant l'Occident du reste du monde. Ilan Halevi mettait en garde toute tentative de mesurer l'une à l'autre. Ilan Halevi mettait en garde toute tentative de se mesurer à l'une, la judéophobie, sans prendre l'autre, l'islamophobie, à bras-le-corps et par définition futile. C'est le même signal d'alarme qu'attire Reza Zia Ebrahimi en rappelant l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh en 2018, durant le mandat d'un président ouvertement islamophobe, ou celui de Halle en 2019 en Allemagne contre une synagogue et un restaurant turc, car des sentiments islamophobes prédisposent à l'antisémitisme et vice-versa. En remontant la généalogie des théories du complot, Zia Ebrahimi rappelle qu'elles pullulent quand les grandes transformations anéantissent progressivement les structures d'autorité préexistantes, les privilèges hérités et plus globalement les systèmes de croyances traditionnels.